je passerai la parole à Monsieur le conseiller militaire de la mission permanente du Burkina Faso auprès des Nations Unies, général Edouard Ouedraogo. Mon général, la parole est à vous. Je sais que vous avez là colonel, ici j'ai général, alors un doute toujours sur le général. Merci bien. Merci bien, monsieur le modérateur. Bonsoir, mesdames et messieurs, messieurs les ambassadeurs, messieurs les généraux. C'était un plaisir pour moi d'avoir été invité à ce séminaire. Et comme ceux qui m'ont devancé l'ont dit, c'est vraiment une agréable occasion de pouvoir s'exprimer totalement en français. Je profite pour dire merci au secrétaire du séminaire d'avoir corrigé mon grade, parce que j'ai bien lu que c'était écrit général, mais je suis colonel-major. Ça n'a pas été totalement bien rectifié parce qu'on m'a ramené un peu en arrière. Vous savez, les galons ne sont pas interchangeables, sinon je serais content d'être appelé général. Mais je me rends compte que depuis 4 ans que je suis dans la mission permanente, je me bats pour dire que je ne suis pas général. Et chaque fois, c'est le même terme qui revient. Alors, ceci dit, je voulais un peu partager l'expérience du Burkina Faso en matière de maintien de la paix. Et afin de mieux faire ressortir les défis, je voulais faire un peu l'état des lieux et puis partager également quelques difficultés. Le Burkina Faso est relativement jeune en matière de participation aux opérations de maintien de la paix. Notre première participation a eu lieu en République centrafricaine sous le timbre de l'Organisation de l'Unité africaine à son époque et qui s'est transformée en mission des Nations Unies. C'est à partir de cette transformation avec le mémorandum que nous devions exécuter qu'on s'est rendu compte de la distance qui nous séparait des normes de l'ONU. Alors, donc, mais c'est à partir de 2009 qu'avec la crise au Darfour, que le Burkina Faso s'est véritablement engagé dans les opérations de maintien de la paix. Et c'est ainsi que nous avons déployé un bataillon d'infanterie et un escadron de gendarmerie, parce que chez nous, c'est la gendarmerie qui participe comme unité de police constituée de l'ONU, de 140 hommes, ainsi que des observateurs militaires et des observateurs de police. Et alors, pour bien comprendre nos défis, je pense que c'est bon de rappeler, je ne sais pas si tout le monde voit bien la position géographique de mon pays. Nous partageons les frontières avec 6 pays, donc nous sommes un pays enclavé, et ça c'est véritablement un défi. Nous partageons bien sûr les frontières avec le Niger et le Mali, qui sont tous membres du G5 Sahel. À ce jour, donc, nous sommes engagés dans 6 missions de maintien de la paix de l'ONU, et avec un maximum d'engagement à la MINUSMA au Mali, où nous avons 2 bataillons d'infanterie de 850 hommes chacun, basés à Tombouctou et à Djabali. Nous avons une unité de police constituée de 140 hommes basés à Gao, et bien sûr des officiers d'état-major, des observateurs militaires et de police et des gardes de sécurité pénitentiaire. Bon, je ne sais pas si c'est le terme que tous les pays utilisent, mais je n'avais pas envie de dire correction officers. Alors, donc nous avons un certain nombre qui sont déployés aussi bien au Mali qu'en République centrafricaine et au Congo. Au total, le Burkina a déployé pour la MINUAD et la MINUSMA 15 500 personnels, dont 95 femmes. Alors, quand j'écoute le point qui a été fait par le Conseil de police par rapport à la participation des femmes, cela montre que nous sommes vraiment en retard et c'est un de nos défis. Mais ceci s'explique par le fait que depuis la création de notre armée, nous n'avions pas intégré de femmes dans nos effectifs. C'est à partir de 2008 que nous avons commencé à recruter des femmes dans nos effectifs. Et notre pays a imposé comme condition pour participer aux missions de l'ONU un temps de service de 12 ans. C'est ce qui fait que notre participation est moindre, mais dans les années à venir, je pense que nous pourrons donner plus de femmes. Alors, actuellement déployés sur le terrain, nous avons 1980 hommes. Notre pays s'étant retiré en tant que contingent militaire de la mission au Soudan. Alors, en matière de défis de formation de performance, comme je l'ai dit, nous avons bien sûr plusieurs défis.
les défis des ressources, de l'équipement, de la formation, de la langue, et comme je l'ai dit, de la participation des femmes et de l'effectif. Mais je vais surtout parler de la formation. Il y a un adage qui dit que pour avoir de bons soldats en temps de guerre, il faut pouvoir les préparer en temps de paix. Donc le Burkina Faso, comme toutes les armées, s'est attelé, après les indépendances, à la formation de ces hommes. Et nous avions donc créé un groupement d'instruction qui s'occupe de la formation. Mais nous n'avions pas intégré dans cette formation le maintien de la paix. Ce n'était pas dans notre doctrine. Donc il a fallu revoir la doctrine pour prévoir la projection dans le cadre du maintien de la paix. Et nous avons donc, quand on parle de partenariat, c'est vraiment le cas du Burkina Faso parce que nous avions besoin de cela, compte tenu de ce que je viens de dire, pour être aux normes, pour participer aux opérations de maintien de la paix. C'est ainsi que nous avons sollicité et obtenu, avec l'accord des États-Unis, la formation de nos troupes avec Akota depuis janvier 2007. Le premier bataillon déployé donc au Darfour a donc entièrement été formé par Akota, qui assurait en même temps la formation des formateurs, nous permettant aujourd'hui de préparer nous-mêmes nos forces pour le maintien de la paix. Mais cette formation n'était pas suffisante parce que pour atteindre les performances requises dans les OMP, il fallait également la langue. Et comme nous sommes un pays francophone, il fallait trouver une solution pour le problème de la langue. Parce qu'on nous avait convaincus que le français étant une langue de travail de l'ONU, à partir du moment où nous parlons français, il n'y avait pas de problème. Mais sur le terrain, on s'est rendu compte que d'abord, les ordres sont donnés en anglais, et même dans les rapports avec les autres contingents, il fallait s'exprimer en anglais pour pouvoir agir ensemble. C'est ainsi que nous avons équipé un centre de langue des armées, où nous avons donc la possibilité d'enseigner à tous les contingents l'anglais, pour les permettre de comprendre les normes onusiennes. De même, comme la première intervention c'était au Soudan, il fallait également intégrer l'arabe. Donc nous avons intégré dans nos contingents des militaires qui s'exprimaient en arabe pour nous permettre de nous adresser aux autorités soudanaises et également à la population. Alors, et pour améliorer les performances également, un centre de formation en maintien de la paix a été ouvert à la périphérie de la capitale Ouagadougou pour former en pré-déploiement toutes les troupes qui devaient aller pour le maintien de la paix. C'est un regroupement qui s'est fait sous 45 jours et c'est là-bas que la visite de pré-déploiement est faite. Mais le besoin en formateur était si grand parce que comme nous n'avions pas d'expérience en matière de maintien de la paix, on s'est rendu compte que même nos effectifs n'étaient pas suffisants. Parce que quand nous avons un bataillon qui est déployé, il faut un bataillon qui se prépare pour la relève et un bataillon qui est en formation. Alors, il est apparu donc un déficit d'officiers pour l'encadrement des troupes. Nous avons donc changé la manière dont nous formions nos officiers dans l'école d'officiers en faisant en sorte que chaque année, il y ait donc un recrutement, parce qu'on recrutait tous les 3 ans. Donc on a transformé la formation pour que chaque année on puisse recruter des officiers et cela a permis d'avoir un nombre suffisant pour encadrer les troupes. Et nous avons donc, dans le cadre de la formation des formateurs, noué des partenariats avec plusieurs pays pour les formations. Il y a donc, comme beaucoup l'ont déjà dit, l'école de maintien de la paix du Mali, le centre Kofi Annan. Il y a également une école en Autriche, l'Ouganda, la France bien sûr, le Kenya, l'Inde, l'Allemagne également, les Pays-Bas, ainsi que, et moi-même j'ai déjà suivi une formation au Zimbabwe dans le cadre de la formation des commandants de compagnie en maintien de la paix. Ces formations ont donc été assurées par des partenaires tels que l'OIF, je pense que l'OIF même l'a déjà, ça a été dit plusieurs fois ici, Akota, bien sûr, comme je l'ai dit, les Pays-Bas, les États-Unis, qui, à travers Akota, nous ont formés, mais également aidés en équipement pour pouvoir être déployés au Soudan. Il y a également la France, le Canada et l'ONU à travers UNMAS, et bien sûr l'Observatoire Boutros-Ghali pour le maintien de la paix. Il y a également, avec les troupes qui sont déployées au Mali, un partenariat avec la Suède
pour pouvoir faire une formation continue sur le terrain. Nous apprenons le français aux Suédois et ils forment également nos troupes pour le maintien de la paix. Alors, pour parler des difficultés, nos difficultés sont surtout de deux ordres. C'est la langue de travail et la maîtrise des procédures et normes onusiennes. Nous nous sommes rendus compte que le matériel que nous avions correspondait effectivement à notre doctrine. Mais par rapport aux normes de l'ONU, il y avait un gap. Et c'est pourquoi nous avons donc, avec l'accord de notre pays, noué des partenariats pour l'équipement. Nous avons également, bien sûr, acquis un certain nombre de matériel. Alors, nous nous sommes rendus compte sur le terrain que on peut dire qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais avec l'ONU, il faut faire ce qu'on peut avec ce que l'ONU demande. Et entre ce que l'ONU demande et ce que nous avions, le rapport était très grand. Et au moment même où nous tenons ce séminaire, nous sommes toujours en train de chercher à combler le gap qui existe sur le terrain entre ce que l'ONU réclame et ce que nous pouvons faire. Mais le point le plus important se résume bien sûr à la langue. Je sais que les premiers mémorandums que nous avons signés avec l'ONU, c'était en anglais. Et notre niveau d'anglais ne permettait pas de comprendre toujours les termes qui sont donnés. Alors, si bien que sur le terrain, bien sûr, on a rencontré quelques difficultés, mais depuis, avec l'école de langue que nous avons, certains officiers sont totalement anglophones et bien sûr, ça nous aide dans la compréhension des termes qui sont donnés. Alors, tout en conservant donc la langue officielle qui est le français, nous mettons un accent important sur l'autre langue de travail qu'est l'anglais. Et comme je l'ai dit, un certain nombre de nos officiers ont été formés. Alors, donc, en matière donc, de défis, nous avons, comme je l'ai dit, le défi de l'équipement. Le défi donc, des ressources humaines. Comment avoir suffisamment d'officiers pour pouvoir encadrer les troupes. Nous avons le défi du personnel féminin. Je me souviens que quand j'ai lu les premières communications de l'ONU sur le maintien de la paix, il a toujours été dit qu'à capacité égale entre un homme et une femme, c'est la femme qu'on prend. Alors, quand nous regardons donc l'effectif des femmes au Burkina Faso, on s'est rendu compte que nous sommes vraiment en retard. Mais au moment où je parle, je pense qu'en matière de police, nous pouvons me mettre en mesure de déployer une unité constituée de police avec uniquement des femmes. Le seul problème, c'est ce que j'ai dit, les 12 années de service. Et c'est pourquoi je pense que bientôt, ce gap-là sera comblé. Alors, je reviens donc sur ce séminaire pour dire que nous, il n'y a pas de problème avec le français. On nous a dit que le français, c'est la langue de travail. Mais même ici, à l'ONU, quand on se rend compte, en discutant en privé, nous avons des problèmes pour accéder à certains postes de l'ONU dû au déficit en anglais. On s'est toujours demandé pourquoi le français étant une langue de travail, on nous interroge, nous, sur l'anglais et pas les francophones en français. Et on a l'impression qu'il y a un problème de compétence des francophones alors qu'il n'y a pas de problème de compétence. C'est un problème certainement d'utilisation de la langue. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à l'expérience du Burkina Faso et je vous remercie.